Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, enseignant de procédure civile au sein de la prépa ISP et également enseignant dans droit civil. Nous allons envisager dans le cadre de cette vidéo des éléments de correction du sujet qui a été proposé aux étudiants en 2020 à l'examen du CRFPA dans la matière de procédure civile. Quelques remarques introductives et ensuite je vous expliquerai ce qu'il fallait envisager ou ne pas envisager au sein de ce sujet, mais permettez-moi avant de vous expliquer l'objectif de cette vidéo. Plusieurs étudiants nous ont sollicité pour avoir des éléments de correction. Néanmoins, vous comprendrez bien que nous réservons le corrigé intégral, le corrigé détaillé des annales à nos étudiants inscrits. Aussi, les étudiants inscrits pour cette prépa 2021 ont accès à une correction détaillée du sujet de procédure civile et il en va également de même dans toutes les autres matières et des annales des différentes années. Donc l'objectif ici n'est pas de rentrer énormément dans le détail du sujet de 2020, mais d'abord de vous donner mon ressenti sur ce sujet, une analyse de ce sujet, de vous expliquer ce qu'il convenait de ne pas faire et ce qu'il convenait de faire surtout pour vous donner enfin des éléments, des pistes de réflexion, des pistes d'approfondissement à propos de ce sujet. Commençons tout d'abord par l'analyse du sujet. Tout d'abord, il s'agit d'un sujet de rupture. Sujet de rupture par rapport aux années précédentes. En effet, lors de ces premières épreuves, à partir du moment où le concours, l'examen est devenu national, il y a eu une certaine constance en procédure civile, constance notamment géographique. Les faits se déroulaient souvent à Douai. Il y avait également énormément d'éléments relevant du droit substantiel et c'était des cas pratiques qui nécessitaient une véritable analyse du sujet et surtout une véritable réflexion derrière. Non pas que celui de l'année 2020 ne nécessitait aucune réflexion, mais l'approche est assez différente et on sent bien qu'il y a eu un changement de membre du jury et il y a donc, par conséquence, un changement de concepteur de sujet en procédure civile. Ce sujet de 2020 se présente formellement en deux parties très distinctes. En effet, on a une première partie sur la procédure devant le tribunal judiciaire et une seconde partie sur la procédure d'appel, avec un barème qui est extrêmement détaillé. Ces deux parties sont très équilibrées. En effet, la première partie, la procédure devant le tribunal judiciaire, fait l'objet d'un barème de 10 points, soit la moitié des points que vous pouviez gagner. Donc, mathématiquement, la deuxième partie est également sur 10 points. Donc on a un équilibre entre ces deux parties, aussi bien d'un point de vue du barème, donc du fond, ainsi que d'un point de vue temporel dans la gestion de votre épreuve, j'y reviendrai tout à l'heure. Néanmoins, les raisonnements étaient très distincts et très différents. J'irais même jusqu'à dire que c'était deux philosophies différentes de cas pratiques. Dans cette première partie sur la procédure devant le tribunal judiciaire, il s'agissait avant tout d'exposer la nouvelle procédure telle qu'elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2020, sans tomber dans le recopiage des textes. A l'inverse, dans la deuxième partie du cas pratique sur la procédure d'appel, il s'agissait cette fois d'articuler les textes avec la jurisprudence, en insistant ici sur les interprétations jurisprudentielles des textes, et je pense notamment à toute la mise en état et toute la jurisprudence qui s'est construite autour de cette nouvelle mise en état en appel issue du décret du 6 mai 2017. Donc deux philosophies assez distinctes. D'un côté, on va dire un cas pratique, la première partie, un cas pratique assez universitaire, assez objectif, on va dire, tandis que la deuxième partie, elle, est beaucoup plus inspirée de la pratique. Très nettement, ils ont pris des arrêts, ils en ont fait des cas pratiques, donc il fallait retrouver la bonne jurisprudence. Néanmoins, il y a des points communs entre ces deux parties du cas pratique. Tout d'abord, premier point commun, dans les deux cas, c'est un sujet d'actualité. Sujet d'actualité, la procédure devant le tribunal judiciaire, c'était relativement attendu, on l'avait développé dans le cadre de la prépa.
Deuxième partie, c'est toute la jurisprudence qui s'est construite autour de ce décret du 6 mai 2017, et on avait bien envisagé d'ailleurs les 3 points de ce cas pratique dans le cadre du cours sur l'appel. Enfin, dernier point commun entre ces 2 cas pratiques, au-delà de l'actualité, dans les 2 cas, c'est un sujet qui nécessite de la technique. En effet, il faut, pour ces 2 cas pratiques, avoir compris la technicité, les arcanes, maîtriser les arcanes de la procédure civile française. En effet, la procédure d'appel est une procédure complexe et il fallait aussi, pour cette première partie, maîtriser la nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'il convenait de ne pas faire tout d'abord et qu'est-ce qu'il convenait surtout de faire? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire? Premier point, il ne fallait pas se précipiter dans la résolution. Au contraire, il fallait tout d'abord analyser formellement les cas pratiques. On se rendait compte qu'on avait bien 2 parties distinctes, avec pour chaque partie 3 questions qui nous étaient posées, et d'ailleurs on avait le même barème entre les grands 1 et grand 2 sur les questions. Donc première chose, il ne fallait pas se précipiter et bien analyser les attentes, déterminer les attentes des correcteurs en lisant attentivement les énoncés. Deuxième point, il ne fallait pas se perdre dans les faits. Dans la première partie du cas pratique, on avait énormément, alors un peu moins que les années précédentes, mais tout de même, on avait pas mal d'éléments qui relevaient du droit substantiel et qui n'apportaient strictement rien à la résolution du cas pratique. En revanche, dans la deuxième partie, sur la procédure d'appel, on avait beaucoup de faits, cette fois techniques, ce qui laissait donc bien présager que les faits étaient inspirés d'un arrêt. Donc on avait beaucoup d'éléments de faits techniques de la procédure d'appel. Conséquence, il ne fallait surtout pas partir dans tous les sens dans la résolution du cas pratique. En effet, il y avait autant de points à gagner sur la première partie que sur la deuxième partie. Le risque ici était de vouloir trop en faire sur cette première partie, qui, soyons honnêtes, ne nécessitait pas énormément de réflexion, et de ne plus avoir suffisamment de temps concrètement pour résoudre cette deuxième partie. Ce qu'il ne fallait pas faire non plus, c'était de recopier les textes. En effet, la première partie du cas pratique, je vous l'ai dit, c'est de dérouler quasiment les différents articles. Donc il ne fallait pas recopier tel quel les textes. Dernière difficulté, ce qu'il ne fallait pas faire également, c'était d'oublier de justifier ces affirmations. La première partie, c'était fondamental de citer les textes. Dans la deuxième partie, ce qui était impératif, c'était d'articuler les textes avec la bonne jurisprudence, celle concrètement qui a inspiré l'énoncé du cas pratique. Qu'est-ce qu'il convenait maintenant de faire? Il convenait tout d'abord, premier point, quand on voit ce cas pratique, c'était de bien gérer son temps. En effet, vous le savez, l'épreuve de procédure civile est une épreuve extrêmement courte, une épreuve de 2 heures. Or, vous n'êtes pas souvent habitué à avoir des partiels de 2 heures à l'université. Ici, une épreuve de 2 heures. Bon, 2 parties, on regarde le barème, 10 points chacun, ça semble simple. 1 heure pour la première partie, et on consacre une autre heure à la deuxième partie. En tout état de cause, que ce soit la première ou la deuxième partie du cas pratique, il était impératif d'être extrêmement méthodique dans la résolution. Méthodique, c'est-à-dire de bien expliquer dans la première partie, de montrer au correcteur que vous avez parfaitement compris cette nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire. Deuxième partie, il fallait être encore plus méthodique en faisant une articulation entre les majeurs et les mineurs, mais surtout en articulant les textes avec la jurisprudence pour justifier vos affirmations. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est de la rigueur surtout, être très rigoureux, aussi bien en première partie qu'en deuxième partie. Enfin, et je l'ai déjà dit suffisamment de fois, il fallait surtout exploiter la jurisprudence. Tous ces arrêts, on les avait d'ailleurs tous envisagés durant la préparation de l'année dernière. Maintenant, la résolution. On a ici un plan qui nous est donné, très concrètement. On a grand 1 sur la procédure devant le tribunal judiciaire, grand 2 sur la procédure d'appel. Alors,
avant de rentrer dans la résolution, il fallait envisager à titre liminaire le décret du 11 décembre 2019 qui a réformé la procédure devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, il nous est bien mentionné que l'assignation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de ce texte, à savoir le 1er janvier 2020. Donc, il convient d'appliquer les nouvelles dispositions. Première partie, on a 3 questions avec un barème, 4 points pour la première, 2 points pour la deuxième et 4 points pour la dernière. Première question, il s'agissait de conseiller un avocat, en gros de confirmer, et on voit un petit peu ici l'idée qui est derrière, c'est finalement de montrer que vous avez compris cette nouvelle procédure. Il convenait ici de conseiller un avocat sur les mentions, sur les conditions de régularité d'une assignation. Bon, relativement simple, il suffisait ici de dérouler le raisonnement en partant des articles 53 et suivants, qui sont relatifs de manière générale aux actes de procédure, pour insister ensuite sur les actes d'huissier, article 648, et terminer la résolution en insistant cette fois sur spécifiquement de ce qui nous est donné dans l'énoncé, à savoir l'article 751 et les articles 751 et suivants du Code de procédure civile, à savoir les règles relatives à l'assignation devant le tribunal judiciaire. Deuxième question qui est dans le même état d'esprit, c'est de conseiller un avocat déjà constitué sur l'assignation, c'est-à-dire sur l'enrôlement d'une affaire, sur les modalités de saisine du tribunal. Même raisonnement, on part ici des articles 754 et suivants du Code de procédure civile. En ce qui concerne justement l'enrôlement, comment est-ce que le tribunal va être saisi, c'est-à-dire soit par l'une ou l'autre des parties, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Article 754. On pouvait ensuite insister sur les modalités techniques de cette remise, à savoir l'article 850 du CPC, c'est-à-dire la procédure électronique. Enfin, dernier point qui était à envisager au sein de cette première partie, c'est la question qui est relative à la fin de non-recevoir. Il y avait une spécificité ici dans la question qui vous est posée, donc il y a une fin de non-recevoir qui est soulevée, et on vous précise ici que vous ne devez pas discuter de la prescription elle-même, c'est-à-dire concrètement sur les chances de succès ou non de la fin de non-recevoir, sur le fond de la fin de non-recevoir. Bon, ici, une nouvelle fois, il s'agissait de dérouler le régime juridique, à savoir les articles 122 et suivants du Code de procédure civile qui sont relatifs aux fins de non-recevoir, et en particulier ici sur la question de la prescription. Donc pas de difficulté finalement spécifique pour cette première partie. Deuxième partie du cas pratique qui nécessitait cette fois la maîtrise de la jurisprudence, c'est tout à fait normal. On voit bien, le décret du 11 décembre 2019, on ne pouvait pas avoir de jurisprudence sur ce point. Deuxième partie, c'est la question de la procédure d'appel. Même chose, même raisonnement, et voyez la méthode qui est assez similaire finalement. On part ici tout d'abord du décret du 6 mai 2017. Décret du 6 mai 2017 qui a réformé la procédure d'appel en instaurant une mise en état extrêmement rigoureuse, rythmée par des délais relativement brefs et avec des sanctions qui sont quasiment automatiques. Je pense notamment à la question de la caducité, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a aucune marge de manœuvre pour le juge. Donc ici, pour cette deuxième partie, il fallait surtout insister sur la jurisprudence. 3 questions à nouveau qui nous sont posées. Tout d'abord sur la demande de caducité, la déclaration d'appel, la seconde déclaration d'appel, donc dire que la première était caduque, et sur la question de l'appel total. Bon, première question sur la demande de caducité. Cette première question est directement inspirée d'un arrêt de septembre 2017, et il fallait ici dérouler le raisonnement juridique sur la procédure de mise en état en partant de l'article 902 et ensuite d'envisager les différents articles de la mise en état, et notamment toute la question c'était de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque l'on adresse des actes de procédure à un avocat qui n'était pas encore constitué en appel. C'était l'avocat de première instance.
comme je vous l'ai dit, la solution ici est donnée par un arrêt de septembre 2017 de la Cour de cassation. Conséquence ici, c'était tout simplement, on arrivait à la conclusion suivante, que c'est la caducité si rien n'était réalisé en l'espèce. Donc ici, sanction de caducité, et on le sait très bien, puisqu'en réalité la deuxième question, on nous dit que la première déclaration d'appel est caduque. Deuxième question qui est extrêmement intéressante, qui était que sur 2 points malheureusement, et qui mériterait d'avoir plus de points car elle nécessitait une véritable réflexion autour de cette question de la prescription. En effet, en réalité, cette deuxième question porte sur les effets de la caducité d'une déclaration d'appel. C'est-à-dire, finalement, d'appréhender les articles 2241 du Code civil et 2243 du Code civil. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'une déclaration d'appel interrompt ou non, donc une déclaration d'appel caduque, interrompt ou non la prescription. C'est un enjeu important au niveau des délais d'une seconde déclaration d'appel. Et même chose ici, la solution était donnée par un arrêt de la Cour de cassation de 2019. Enfin, dernier point qui était, on va dire, attendu, parce que c'est l'un des débats les plus importants qu'il y a eu dans la jurisprudence ces dernières années en matière de mise en état, c'est toute la question de l'appel total. Point de départ ici, c'est l'article 901 du Code de procédure civile qui précise que la déclaration d'appel doit contenir les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. On a eu des avis de la Cour de cassation, plusieurs avis rendus le même jour en 2017 par la Cour de cassation, qui nous précise désormais très clairement la sanction, puisque c'est une mention obligatoire, c'est nécessairement une nullité pour vice de forme. Néanmoins, se posait toute la question derrière, et c'est pour ça que je vous ai mis l'interprétation de la Cour de cassation, se posait derrière en réalité toute la question de savoir comment régulariser. Et là, la réponse nous a été donnée par un arrêt très récent de la Cour de cassation qui nous précise justement les conséquences, comment régulariser une telle déclaration d'appel qui ne précise pas les chefs de jugement expressément critiqués. Donc on voit ici que pour cette deuxième partie, c'était vraiment qu'il fallait vraiment exploiter la jurisprudence à notre disposition. Et pour les 3 questions, c'était quand même des arrêts connus en tout cas, des arrêts connus et extrêmement importants de la Cour de cassation. En conclusion, que dire de ce sujet de 2020 ? Le sujet de 2020 était avant tout un exercice de rigueur. Et ce sont les étudiants vraiment les plus rigoureux, les plus attentifs, qui ont pu réussir cette épreuve-là. Un exercice de rigueur car il nécessitait d'une part d'avoir de solides connaissances sur la procédure devant le tribunal judiciaire, mais également de bien maîtriser la jurisprudence sur la mise en état en appel. Mais surtout, ça nécessitait, et cela montre encore une fois cette exigence de rigueur, ça nécessitait aussi de la méthode avec des adaptations entre la première partie et la deuxième partie du cas pratique. Je vous souhaite à tous bon courage pour cette année de préparation de l'examen du CRFPA. Au revoir.